Nous allons écouter notre grand témoin, Sandrine Dretz, justement sur cette analyse de tous ces projets et cette mise en perspective de l'objectif santé que nous avions programmé aujourd'hui. Donc je me présente, Sandrine Dretz, je suis chef de projet réseau et planification au sein de la sous-direction de la qualité du cadre de vie et de la qualité urbaine au sein du ministère de la cohésion des territoires. Et dans ce bureau, on s'occupe plus particulièrement de tout ce qui est planification territoriale, donc PLU, plan locaux d'urbanisme, SCOT, donc schéma de cohérence territoriale, et puis aménagement commercial sous l'angle recours à la Commission nationale aménagement commercial. Donc pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce qu'il y a quelques semaines, le 24 septembre plus précisément, notre bureau avait organisé un webinaire sur l'urbanisme favorable à la santé, mais à une échelle un peu plus large. Donc j'ai été sollicitée pour être grand témoin. Je remercie beaucoup de m'avoir identifiée. Je suis très fière d'être avec vous aujourd'hui. En tout cas, le contexte de crise sanitaire renforce encore les attentes et des citoyens et des collectivités sur le sujet, sans parler des services de l'État. Et on doit apprendre collectivement à monter une action publique un peu commune entre le monde de la santé et le monde de l'urbanisme qui finalement se méconnaissent encore beaucoup trop. Moi, jusqu'à il y a peu, la notion de santé m'était quasiment inconnue au niveau du travail. Donc j'avais bien noté que la santé, c'est une notion complexe qui ne relève pas uniquement de l'absence de maladie, mais d'un état de complet bien-être physique, mental et social, comme l'avait défini l'OMS. Et j'ai découvert, un peu comme vous l'a expliqué la ville de Miramas tout à l'heure, ce qu'étaient les déterminants de santé. Quand le 24 septembre dernier, nous avons fait venir Anne-Rouet Le Gall pour exposer son travail et le guide Isadora qu'elle a écrit avec le bureau des écoquartiers d'ailleurs, sur ce que sont les déterminants de santé. Donc les déterminants de santé, une fois qu'on les a catégoriés par famille, donc il y en a 3 ou 4 selon le contexte, donc c'est-à-dire l'environnement physique, l'eau, l'air, le sol et les déchets, le cadre de vie, l'ambiance sonore, lumineuse, la connectivité, la sécurité, l'environnement socio-économique avec le lien social, l'emploi, l'agriculture urbaine, la dynamique économique, et le style de vie, les capacités, donc activité physique, alimentation, rythme de vie. On s'aperçoit déjà que le lien entre les documents de planification, ou en tout cas l'urbanisme au sens large, finalement ne s'éloigne pas tant que ça de la santé. Ces déterminants de santé, ils sont catégoriés en deux. Les relations positives, donc les facteurs de protection, et puis les facteurs de risque. Là aussi, on retrouve des mots en commun sur préservation, protection et risque. Et donc l'urbanisme et la santé étaient faits pour se croiser, surtout vu le contexte aujourd'hui. Donc ce que j'ai remarqué quand j'ai organisé mon webinaire moi-même il y a quelques semaines, c'est que souvent aujourd'hui, la santé, elle entre par la petite porte dans le monde de l'urbanisme ou dans le monde de l'aménagement. Elle entre souvent par un projet bien particulier ou par une personnalité ou une volonté de porter quelque chose, mais à une échelle parcellaire quasiment. Alors que finalement, elle intéresse tous les territoires, tous les habitants, et que ces petits projets devraient être préparés en amont. J'ai aussi remarqué, parce que du coup j'ai relu mon code de l'urbanisme avant de venir, que les déterminants de santé sont quasiment tous dans les articles fondateurs des documents d'urbanisme. Donc on y retrouve la prévention des risques, la préservation de la ressource en eau, la qualité de l'air, la lutte contre le réchauffement climatique, enfin, tous ces items, et on ne voit jamais apparaître ni le mot santé, ni le mot bien-être. Donc je me félicite quand même que ça finisse par rentrer dans les mœurs. Et quand j'ai fait mon webinaire il y a quelques semaines, on a quand même reçu des collectivités qui ont basé leurs documents d'urbanisme sur santé, c'était le point central finalement de leur projet politique. Mais comme on a vu aujourd'hui, ils sont tous également rentrés par la petite porte. Donc je ne vais pas vous faire la lecture des articles du code, parce que finalement tout ce que j'ai entendu aujourd'hui remet en question tout ce que j'avais préparé, et donc j'ai plutôt envie de vous dire ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu les interventions. Donc les mosaïques de politique publique, elles concernent la santé ou l'urbanisme, elles se croisent. Elles se croisent, mais aussi on a tendance à penser la santé, les aménagements physiques, comme la maison de santé pluridisciplinaire dont on a entendu parler à Châteauneuf-sur-Sarthe, On a un tout petit peu entendu aussi tout ce qui relève de la prévention, ou en tout cas, c'était pas annoncé comme ça, mais on disait la lutte contre les inégalités de santé. On parlait de malnutrition,
On parlait d'obésité, et là aussi l'urbanisme peut avoir une clé d'entrée qu'on n'a pas trop développée aujourd'hui, mais c'est mettre en place des pistes cyclables, prévoir des équipements de santé, des parcours de santé dans les parcs urbains. Tous ces exemples-là, on l'a pas vu. On l'a pas vu parce qu'en fait le champ est trop large, donc j'espère qu'on aura à se rencontrer. En tout cas, on se retrouve sur plein de choses, et notamment sur la méthode et la philosophie, et la nécessité de mettre autour de la table un panel d'acteurs qu'on découvre au fur et à mesure des discussions. C'est vrai que moi, j'ai fait des documents de planif depuis les années 2005. J'ai rarement vu les agences régionales de santé être sollicitées, encore moins venir parce qu'elles sont sur d'autres champs. On n'a pas souvent non plus un chargé de mission urbanisme dans une ARS, donc il ne comprend pas non plus forcément ce qu'est un document d'urbanisme. D'ailleurs, je ne sais pas forcément si vous savez ce qu'est un SCOT ou un PLU. Un SCOT, c'est un document stratégique à l'échelle à minima de 2 EPCI, donc de 2 intercommunalités. C'est plutôt le projet très stratégique, très stratosphérique d'un syndicat mixte qui n'a pour autant pas pouvoir de décision. La décision, elle se décline, ou en tout cas, elle s'écrit dans un document infra qui s'appelle le PLU, le plan local d'urbanisme, sachant que tous ces documents ne sont pas à caractère obligatoire. Et le PLU, donc, c'est le document qui sert à instruire les permis de construire. Donc là aussi, on se retrouve parce que tous les projets que vous présentez, à un moment, sont soumis au crible de l'autorisation d'urbanisme, à la lecture d'un instructeur ADS, et j'imagine la souplesse d'écriture des règlements ou des OAP, des orientations d'aménagement de programmation, pour permettre les projets dont on a entendu parler aujourd'hui. Donc les choses sur lesquelles on se retrouve également, c'est qu'au final, même si on ne le dit jamais dans les documents d'urbanisme, la santé et le bien-être sont des fils conducteurs. Alors quelle que soit la clé d'entrée du document d'urbanisme, il y a des documents d'urbanisme dont le fil conducteur c'est le paysage, mais finalement c'est aussi le cadre de vie, donc ça a un impact positif sur la santé. Ça peut être la prévention des risques selon le territoire dans lequel on se trouve. Là aussi, à un moment, ça a un impact positif sur la santé. Donc c'est quand même bien au travers de ces documents stratégiques qui sont censés préparer les documents dont vous nous avez parlé aujourd'hui, qui est censé se développer la vision un peu large, un peu transversale et un peu globale de nos élus sur la trajectoire, alors je dirais pas de développement des territoires, mais presque la trajectoire de vie et de fonctionnement de nos territoires au profit de nos habitants, et qui passent tous par la santé. Par exemple, j'ai été voir le PADD de Miramas, et contrairement à beaucoup d'autres, on n'a pas un axe logement, un axe mobilité, un axe qualité du cadre de vie et cadre de vie. On a un slogan qui dit « Miramas pour une ville verte », Miramas pour une ville d'équilibre et Miramas pour une ville accessible. La ville accessible, c'est rarement dans un slogan de document d'urbanisme. Pour autant, c'est un vrai enjeu de santé et de mobilité. Souvent, ces documents d'urbanisme, ils sont couplés à d'autres documents dont on n'a pas entendu parler aujourd'hui, mais pour autant qui ont le même objectif que nous poursuivons tous. On a les plans climat, air, énergie territoriaux qui viennent nous parler de qualité de l'air. Donc on a un peu entendu parler de la qualité de l'air intérieur sur le projet de la maison de santé pluridisciplinaire et l'utilisation de matériaux biosourcés. On a aussi un impact sur les mobilités. Donc on a vu aussi comment on circule à l'intérieur du village landais, mais aussi comment on greffe tous ces projets à la ville, comment ils s'y intègrent et du coup comment on y accède. Il y a aussi des documents qui s'appellent les programmes locaux de l'habitat. Alors on ne les a pas cités, mais souvent les quartiers en rue sont dans des territoires où il y a des programmes locaux de l'habitat, où là les projets sont plutôt la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre l'habitat insalubre et forcément l'impact positif sur la santé des occupants. On a les programmes alimentaires territoriaux. On a parlé de malnutrition, mais on n'a pas parlé de bonne nutrition. Il y a aussi des documents qui planifient la manière de produire, où on produit, ce qu'on produit, ce que ne peut pas faire un document d'urbanisme. Il y a des limites à tout. On ne peut pas définir ce qu'on cultive, ce qu'on vend, où le vend et comment on le consomme. Mais souvent, ces documents d'urbanisme, quand ils sont adjoints d'un de ces documents que je vous cite, ils sont déjà un peu plus ouverts sur la question de la santé et du bien-être. Et puis, il y a des documents plus informels, comme dans le Grand Douaisis. Alors là, c'est pareil, on ne nous en a pas parlé aujourd'hui, mais j'avais envie de le citer. Ils ont élaboré à la base un schéma de santé
Et puis finalement, ce schéma de santé, il est venu se traduire à l'échelle du Grand Douaisis. Et puis ensuite, il va se décliner dans 2 PLUI. Et donc au final, on retrouve la question de la santé et du bien-être à l'échelle de la parcelle, puisque chaque habitant se verra attribuer, ou pas d'ailleurs, une règle de constructibilité qui lui permettra de mieux vivre dans sa ville. Et puis alors, ce qui est commun par contre à l'urbanisme et à la santé, ce que j'ai entendu de chacun des intervenants, c'est la nécessité de travailler ensemble, de faire levier, d'obtenir le consensus, de mieux appréhender le projet, de mieux se l'approprier. Donc j'ai entendu co-construction dans le quartier en rue à Miramas pour un objectif non affiché clairement, mais qui était la lutte contre les inégalités de santé. Et j'ai entendu sur la table numéro 2, sur le jardin enrichi, un enjeu de traiter en proximité avec les citoyens et de devenir acteur du jardin. J'ai entendu sur la table numéro 3, sur la maison de santé pluridisciplinaire, un travail en participatif avec les soignants, en allant jusqu'à la co-construction et la construction même du bâtiment via des chantiers d'insertion. Et puis alors sur la dernière table, j'ai entendu personnel de santé, bénévoles, presque famille, villageois, maison où on vit tous ensemble. Donc là, il n'y a aucun doute sur la question du partage. Mais l'appropriation, c'est quand même un sujet important parce que souvent ces objets sont un peu des objets sensibles, entre guillemets, puisqu'ils touchent à l'humain, ce qui est moins le cas quand on fait un projet de cinéma ou autre. Donc la question de la sensibilité, de la personnalité, de je touche à la personne, c'est encore quelque chose que les urbanistes n'appréhendent pas tous les jours. Et puis, bien, ça recroise aussi d'autres enjeux, d'autres politiques publiques portées par le ministère de la Cohésion des Territoires ou le ministère de la Transition écologique, dont on n'a pas entendu parler aujourd'hui, mais qui sont également sous-jacents. C'est le zéro artificialisation net, donc avec des projets qui sont reconstruits sur des friches industrielles. Donc, je ne viens pas consommer d'espace, mais je m'intègre mieux à la ville. Je ne vais pas m'isoler et devenir une île où je fais une expérimentation, mais je vis avec les autres. Et collectivement, du coup, je contribue aussi à l'amélioration, en tout cas j'espère que les évaluations le montreront, à l'amélioration de la qualité de vie des quartiers environnants. Je lutte aussi contre le réchauffement climatique. J'intègre des jardins en cœur de ville, donc forcément j'intègre la question de la biodiversité, je crée un parc urbain, je lutte contre les îlots de chaleur. Je note qu'il y a un véritable enjeu d'opérationnalité parce que les urbanismes et les professionnels de santé ne se connaissent pas, ne connaissent pas les contraintes de l'un et de l'autre, ne savent pas comment forcément tout traduire parce que tout ne doit pas être traduit dans une règle. Donc je note la nécessité d'une politique des petits pas, de faire connaissance et surtout de travailler ensemble. Alors j'avais préparé un texte, mais forcément, je vous dis, votre discours est trop dense. Le document d'urbanisme, il est à la fois contraignant ou pas. Il peut être souple, c'est la volonté des élus. Donc on voit bien à travers les projets que vous avez portés, à mon avis, qu'il y avait des règlements d'urbanisme un peu souples, notamment pour la maison de santé la maison de santé pluridisciplinaire, sur l'écriture du règlement. Parce qu'en général, on écrit rarement dans un règlement, vous utiliserez des matières biosourcées, vous utiliserez du 50-50 du bois-béton. Donc je pense qu'il n'y avait pas de règles. Il y a aussi la question de l'affichage dans le document d'urbanisme. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se traduire en règles et qui pour autant méritent d'être affichées. Quand je fais un PADD, donc la vitrine politique du projet de développement de territoire, ou quand je fais une OAP, donc une orientation d'aménagement et de programmation sur un quartier, je peux aussi afficher des objectifs qui sont incitatifs, qui ne sont pas réglementaires. Mais quand l'aménageur ou le promoteur ou le professionnel va venir vers moi, il connaît déjà mon projet politique et ma philosophie. Donc normalement, il va venir avec quelque chose qui est un peu adapté, on l'espère beaucoup adapté à mon projet, à moi en tant qu'élu, ou à mon projet à moi en tant que personne quand je suis venue voir l'élu. Et l'idée, c'est de pouvoir faire affaire ensemble, entre guillemets. Et donc, j'ai quand même commencé à noter des PLUI qui écrivaient des OAP santé. Donc, il y a le PLUI de Rennes Métropole. Il y a un PLUI du côté de Châlons qui commence à écrire des OAP santé ou des OAP santé climat ou santé environnement. Et donc, du coup, on commence à voir poindre quand même
des documents graphiques incitatifs, fortement incitatifs, et qui pour partie trouvent une traduction réglementaire qui viendra ensuite s'appliquer dans les autorisations d'urbanisme. Donc je note que quand même ce dialogue entre santé et urbanisme se fait plus ou moins. Après, j'ai été un peu interpellée par le jardin enrichi, et là je me suis demandé comment j'aurais pu écrire la règle du secteur RNF qui a été créé spécialement pour pouvoir y mettre tout ce que vous avez mis comme élément. Donc j'irai voir plus précisément ce PLU. Et puis du coup, je note aussi la nécessité de disposer de données, puisque finalement, que ce soit sur votre projet urbain, que ce soit sur le projet de santé ou le projet urbain de santé, je ne sais pas comment on peut le dire, il y a deux phases aussi qui sont incontournables, c'est le diagnostic. Donc le diagnostic, ça nécessite d'avoir à minima quelques données. Pour pouvoir vendre un projet, il faut arriver à montrer le besoin, la démonstration par la preuve. Donc où sont les données? Elles sont rarement dans les services urbanisme, elles sont rarement dans les portées à connaissance que vous font les services de l'État. Elles sont plus souvent dans les ARS, les CCAS, chez les cabinets de soignants, dans les pôles emploi, dans les CPAM, dans les sociétés de transport en commun, mais elles sont rarement à la connaissance des élus au moment où ils élaborent un document d'urbanisme. Donc il faut arriver à faire croiser. Et puis après, on a toujours tendance à vouloir se comparer aux autres. Donc est-ce qu'on a des données nationales sur les sujets de santé et d'urbanisme? Donc, dans le webinaire du 24 septembre dernier, on nous a parlé de carte santé, santégraphie. Donc, je suis en train de constituer une sorte de liste de ressources que nous pourrons tous utiliser, urbanisme ou professionnels de santé, pour essayer de parler le même langage, s'appuyer sur les mêmes données, pour construire un diagnostic, mais un diagnostic partagé, parce que s'il n'est pas partagé, on arrive rarement à une réponse satisfaisante pour tout le monde. Et puis, il y a une deuxième chose sur laquelle on se retrouve, qui est tout au bout de la chaîne, mais qui finalement a besoin aussi du diagnostic, c'est la question de l'évaluation. Comment je mesure l'impact de mon projet sur la santé et le bien-être? Alors là, c'est quelque chose, à mon avis, qui est encore à construire, parce que, par exemple, comme le disait monsieur tout à l'heure, le jardin ne soigne pas. Pour autant, il a des effets positifs sur la santé. Comment je le mesure? Comment j'arrive à démontrer son utilité sur la maladie pour soit le dupliquer, soit arriver à le maintenir quand il va falloir faire des choix d'urbanisation. Est-ce que je garde ou pas ce jardin enrichi? Est-ce qu'il a une réelle utilité? Comment j'arrive à mesurer la réussite en matière de lutte contre la malnutrition dans le quartier en rue de Miramas? Je ne sais pas. Pour autant, ça faisait partie des objectifs de départ des deux messieurs qui sont venus nous voir. Donc la question de la construction des indicateurs est un réel sujet, mais qui ne touche pas que la santé, qui touche plein de sujets sur l'urbanisme. Et puis, comme on est dans le programme Action Cœur de Ville, la santé et l'urbanisme, ce n'est pas juste le projet urbain ou juste le document stratosphérique, c'est aussi toutes les étapes intermédiaires, toutes les échelles spatiales et temporelles intermédiaires. Donc l'échelle du quartier, l'échelle du cœur de ville, comment le programme Action Cœur de Ville agit aussi, sans forcément le dire, sur la santé et le bien-être des habitants. Eh ben, il agit en impulsant des travaux sur la requalification des espaces publics, en créant des lieux de lien ou des lieux de rencontre, en agissant sur la qualité de l'habitat qui va être produit, voire en détruisant et en reconstruisant, en densifiant ou en dédensifiant d'ailleurs, pas forcément que de la densification, même si on est dans l'ère du zéro artificialisation nette. Il agit également sur tout ce qui est culture, accès à des lieux de culture qu'on n'a pas, et donc sur un des déterminants de santé qui est style de vie et capacité. Et puis il y a aussi la question de l'échelle de temps. Alors l'échelle de temps, on voit bien que, par exemple, on nous a dit que les projets d'aujourd'hui, c'était aussi pour préparer les crises de dans 30, 40 ou 50 ans, et qu'il ne fallait pas les abandonner en cours de route, qu'il fallait inscrire la culture de la mémoire et la lutte contre le déni dès maintenant dans nos inconscients, mais pourquoi pas aussi dans nos rapports de présentation de documents d'urbanisme, pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Et puis, comment on arrive à faire cohabiter dans des échelles de temps longs, parce que ces projets, c'est sur du temps long. On voit bien la maison de santé, ça fait 5 ou 6 ans qu'ils y sont. Le village landais, c'est pareil. Le projet de Miramas, ça fait 4 ans qu'ils sont dessus. Et en même temps, comment on arrive à ponctuer nos actions d'actions visibles au quotidien
pour pas que les gens se découragent, en particulier les habitants qui contribuent à construire le projet, mais qui, au bout de 5 ans, 10 ans, se disent finalement les élus font rien, ça n'avance pas. Alors qu'en fait, si. Donc il faut arriver à ponctuer le temps long de la réflexion, de la construction du projet, qui est souvent invisible au fin fond d'un bureau entre spécialistes, et le temps court et la production d'une action visible sur le terrain pour maintenir la dynamique, parce que ça c'est important. En tout cas, je note que quand même, là où le dernier point sur lequel on se retrouve, où on a peut-être plus du mal côté urbanisme et encore, urbanisme favorable à la santé, c'est surtout oser sortir de sa zone de confort, oser accepter de se tromper, c'est oser tout court, et c'est oser expérimenter. Donc c'est le cœur de cible du programme Action Cœur de Ville et de Petites Villes de demain qui arrive. Et donc j'ai noté la dernière demande, c'est capitaliser sur les clés de la réussite. Et comme moi-même j'avais commencé à capitaliser le 24 septembre, je mettrai à votre disposition ce qu'on a fait sur les tables rondes et la planification à une grande échelle sur urbanisme et santé, puisqu'on avait construit 3 tables rondes. La première, c'était pourquoi penser les choix d'aménagement dans un objectif de santé et de bien-être des habitants. C'est un peu la question que s'était posée Miramas. Ensuite, c'est comment les étapes d'écriture d'un PLUI peuvent favoriser l'intégration de la santé sur le territoire. Là, même si on n'a encore pas beaucoup de documents d'urbanisme qui le traitent, on commence à en avoir. Donc l'idée, c'est aussi de vous mettre en réseau. Et la dernière table ronde, c'est comment la planification territoriale peut nous permettre de dépasser l'urgence sanitaire pour construire des territoires plus favorables demain à la santé des habitants. Et ça revient à ce que nous disaient tout à l'heure les messieurs de Miramas sur la question de la lutte contre le déni et construire la résilience aux crises de demain en prenant des décisions aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette synthèse très claire, pleine d'optimisme, et on veut bien que vous nous transmettiez vos éléments, on les transmettra nous également. Voilà, merci beaucoup. On va clore là cet après-midi bien rempli.